Cet entretien a pour titre, comme Arnold Davidson l'a rappelé, le rappellera peut-être de nouveau, l'enseignement des anciens et l'enseignement des modernes, c'est-à-dire qu'il part d'un texte et qu'il s'appuie sur des écrits, et texte qui a été prononcé dans le séminaire de Jean-François Ballaudet, comme ça a été rappelé également tout à l'heure. L'entretien peut durer entre 1h30, comme Arnold et Pierre Hadot le souhaitent. De toute façon, donc, nous aurons ensuite, comme prévu, après une petite pause de 10 minutes, la table ronde à laquelle participeront donc les 4 intervenants prévus. Voilà, donc sans autre introduction, en les remerciant encore, je vous rappelle que l'ensemble de nos débats est enregistré, non pas pour servir de pièce dans un procès quelconque, mais pour être diffusé et retenu surtout. Et donc je passe immédiatement la parole et l'animation de la discussion. D'abord, l'introduction peut-être à Arnold Davidson. Merci. Oui, l'idée c'était de partir de ce texte inédit sur l'enseignement antique et moderne de la philosophie, mais je voudrais commencer avec une citation qui restera présent implicitement pendant tout cet entretien. C'est une citation... Je vais demander à ma femme, mes appareils auditifs, ils sont dans le manteau. Dans mon manteau. Tu dois... C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vais commencer avec une citation de l'avant-propos de la citadelle intérieure de Pierre Hadot. Je cite Pierre Hadot. « Je déteste ces monographies. » C'est déjà une chose assez importante pour moi, parce que j'ai relu presque tous les textes de Pierre Hadot, et il ne dit presque jamais « je déteste ». Donc, c'est assez significatif. Je cite. « Je déteste ces monographies qui, au lieu de donner la parole à l'auteur et de rester près du texte, s'engagent dans des élucubrations obscures qui prétendent réaliser un décodage et révéler le non-dit du penseur, sans que le lecteur ait la moindre idée de ce que ce penseur a réellement dit. Une telle méthode permet malheureusement toutes les déformations, tous les gauchissements, tous les coups de pouce. Notre époque est captivante pour bien des raisons, mais trop souvent on pourrait la définir au point de vue philosophique et littéraire comme l'ère du contresens, sinon du calembour. N'importe quoi à propos de n'importe quoi. Fin de citation. Donc, je vais conduire cet entretien à partir des citations de Pierre Hadot pour rendre doublement présente la pensée de Pierre Hadot. Pour ce qui est de l'enseignement antique et moderne de la philosophie, on peut commencer avec une citation très chère à Pierre Hadot. C'était cité plusieurs fois dans ses textes, une citation qui vient de Plutarque. La plupart des gens s'imaginent que la philosophie consiste à discuter du haut d'une chaire et à faire des cours sur les textes. Mais Socrate, lui, ne s'asseyait pas sur une chaire professorale, il n'avait pas d'horaire fixe, mais c'est en vivant la vie de tous les jours qu'il a philosophé. Dans ce texte inédit de Pierre Hadot, il dit à propos des échos philosophiques de l'Antiquité, je cite le texte, « Leur principale caractéristique consiste dans le fait que choisir telle ou telle école, c'est choisir un mode de vie. On peut comparer cela avec la situation du moderne apprenti philosophe. Celui-ci ne devient pas philosophe en choisissant un mode de vie. Il fait de la philosophie parce que cela fait partie du programme de terminale, et c'est un hasard
s'il rencontre un professeur partisan de telle ou telle école philosophique. Au contraire, l'apprenti philosophe dans l'Antiquité cherche l'école philosophique qui lui convienne. Fin de citation. Et Pierre Hadot, encore une fois, à plusieurs reprises, a cité une remarque de Nietzsche dans Schopenhauer éducateur. Donc je cite Nietzsche. On n'a jamais enseigné dans les universités l'unique méthode critique est la seule probante que l'on puisse appliquer à une philosophie, celle qui consiste à se demander si l'on peut vivre selon ses principes. On n'y enseigne que la critique des mots par les mots. Mais en même temps, Pierre Hadot a toujours souligné que l'Antiquité n'était pas non plus l'âge d'or. Je cite un autre texte. Il ne faudrait pas penser que tout discours philosophique dans l'Antiquité ait été inspiré uniquement par le souci d'apprendre à vivre une vie philosophique, puisque d'un bout à l'autre de l'Antiquité, on peut constater une constante dénonciation par les philosophes des professeurs qui se contentent de briller par le discours sans vivre de manière philosophique. Cela suppose bien que la tendance à se contenter du discours existait déjà chez les philosophes antiques. Et donc, je voudrais poser la question des différences principales entre l'enseignement antique de la philosophie et l'enseignement moderne de la philosophie. Et surtout le problème actuel de la possibilité pour nous aujourd'hui de pratiquer des exercices spirituels. Parce que, comme Pierre Hadot a bien montré, le contexte à la fois social et intellectuel est complètement différent. Donc la première question concerne les différences entre l'enseignement antique et l'enseignement moderne de la philosophie. Alors, merci beaucoup. Oui, alors le problème qui se pose à nous, c'est donc à la fois de savoir si on peut modifier le fonctionnement actuel des universités, ce dont je doute, et dans quelle mesure, et d'ailleurs c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire que vous me demandiez quelles étaient les caractéristiques de l'enseignement antique, de la philosophie. Alors, je crois qu'ils ont été définis par Platon à propos des pythagoriciens, c'est-à-dire un mode de vie, je crois qu'il dit tropos to biou, et un mode de vie spécial, une vie en communauté, et enfin je pense que c'est plus, au fond il y en a, je pense qu'il y en a que deux, mais dans l'Antiquité, en principe, la philosophie devait donc conduire à pratiquer un mode de vie et se réaliser en vivant en commun. Mais au fond, quand j'ai fait ce travail pour Jean-François Ballaudet, je me suis aperçu qu'il fallait quand même corriger ma représentation de la philosophie antique. Parce que un exemple intéressant, c'est celui de Théophraste, le disciple d'Aristote. Alors, Théophraste, il avait d'après Diogène Laërce, il avait 2000 élèves. Alors,
évidemment, les histoires, tout est compliqué quand on fait de l'histoire de la philosophie. Évidemment, il s'agit de savoir s'ils étaient tous là en même temps ou s'ils étaient là de temps en temps. Mais apparemment, il y avait quand même une masse d'élèves. Et d'autre part, dans Diogène Laërce aussi, dans la vie des philosophes, et on a une lettre de Théophraste que cite Diogène et qui dit qu'il n'y a pas moyen de trouver un local à Athènes pour faire son enseignement. Et il dit, pourtant, mon enseignement sert à redresser les mœurs. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que justement, consciemment, Théophraste souligne le fait que la philosophie correspond à une certaine manière de vivre. Mais alors le problème, c'était justement que 2000 élèves, s'ils étaient tous ensemble, ne pouvaient pas vivre en communauté avec 2000 élèves. Et en fait, je pense que d'un bout à l'autre de l'histoire de l'Antiquité, la différence entre l'enseignement, si on pourrait dire, de philosophie comme acte, et l'enseignement de la philosophie comme discours, au fond, se répartit selon justement l'auditoire. Parce que à l'époque impériale, par exemple, les élèves des nouvelles écoles que Marc Aurèle avait fondées, ils devaient être quand même en assez grand nombre. Il y avait 4 écoles, on discute aussi au point de vue historique de savoir s'il y avait 2 chaires pour chaque secte philosophique, c'est-à-dire pour l'aristotélisme, le platonisme, etc., ou une. Mais enfin, qu'il y ait une ou 2, il y avait quand même certainement un très grand nombre d'élèves. Donc, le maître ne pouvait pas être un directeur de conscience pour beaucoup d'élèves. D'où la distinction qui d'ailleurs se trouve dans les textes et qu'on attribuait d'ailleurs déjà à Pythagore entre les vrais disciples, le petit groupe des disciples et le groupe des auditeurs, qui ne sont pas en contact direct avec le maître. Alors, en fait, il semble bien que, par exemple, même dans l'école de Plotin, qui probablement n'avait pas beaucoup d'élèves, il y avait quand même 2 catégories. C'est Porphyre qui nous le dit dans la vie de Plotin, 2 catégories d'auditeurs, les fervents, si on peut dire, les zélotailles, et puis les gnorimoi, enfin les familiers, et au contraire tous les autres. Alors en plus, on peut penser aussi qu'il y avait 2 catégories d'élèves, je veux dire dans leur motivation. Il y avait des élèves qui justement considéraient la philosophie comme un choix de vie, et puis des gens qui utilisaient seulement la philosophie pour la culture générale et surtout pour illustrer les discours. C'était souvent des futurs administrateurs ou hommes politiques. Et de ce point de vue-là aussi, d'ailleurs, je n'ai jamais beaucoup parlé, mais enfin j'en ai parlé un peu, je crois, dans Qu'est-ce que fait la philosophie antique. Isocrate représente, qui est de l'époque de Platon,
représente un type de philosophie qui est à cheval entre les deux, entre la philosophie comme acte et la philosophie comme discours, parce que, en somme, il enseignait, enfin, il n'enseignait pas la philosophie, mais il formait des futurs orateurs, mais en exigeant aussi une vie morale de ses auditeurs, et en même temps en apprenant à ses auditeurs à bien parler. Et ça, c'est une tradition qui est dans toute l'Antiquité, depuis Socrate jusqu'à Pulée. Par exemple, Cicéron, par exemple, Cicéron définit l'orateur comme vir bonus dicendi peritus, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un aspect, en principe, un aspect moral, et en même temps qu'une technique de parole. Et Apulée lui définit la philosophie comme l'art de bien vivre et de bien parler. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a cet aspect qui doit diminuer un peu l'opposition que j'ai faite entre des philosophes qui seraient qui vivraient leur philosophie, puis des philosophes qui s'intéresseraient qu'au discours philosophique. Seulement, c'est sûr aussi que les philosophes authentiques, si on peut dire, reprochaient aux autres philosophes d'être des rhéteurs, de purs rhéteurs. Par exemple, Plotin, qui parle de Longin. Longin, qui était professeur attitré, semble-t-il, dans la chaire de Marc Aurèle, enfin, bien après Marc Aurèle, qui était le professeur de philosophie platonicienne, et qui avait d'ailleurs une vie, il y avait une vie de l'école aussi, chez Longin, on faisait une fête pour l'anniversaire de Platon, etc. N'empêche que Plotin dit de Longin que ce n'est pas un philosophe, mais un philologue, c'est-à-dire pas un amoureux de la sagesse, mais un amoureux du discours. Donc, on voit que, au fond, il y a aussi un point de vue des philosophes du mode de vie philosophique ont toujours considéré les philosophes qui étaient à la mode d'ailleurs et qui avaient beaucoup d'auditeurs comme des beaux parleurs. Alors, ça c'est donc dans l'Antiquité, il ne faut donc pas il faut mettre un bémol, si on peut dire, à ce que j'avais dit autrefois. Mais d'autre part, dans la philosophie moderne, et là, je crois que le bémol, je l'avais déjà mis, c'est-à-dire que on peut dire que depuis on en a parlé ce matin du passage du rôle du Moyen Âge dans le développement d'une philosophie théorique, mais en tout cas, à partir de la Renaissance, on a aussi toutes sortes de philosophes qui sont l'université ayant été fondée au Moyen Âge, qui sont extérieurs à l'université. Et il faut dire que la plupart des grands philosophes à l'époque moderne, au sens strict du mot, ont été des extra-universitaires, c'est-à-dire Descartes, Malebranche, Spinoza, et
Et ces philosophes ont quand même déjà donné à la philosophie une certaine orientation, je dirais, existentielle presque. J'ai fait un article une fois sur les méditations de Descartes, et Descartes dit très bien que on ne peut pas, pour arriver à prendre conscience de l'existence de la pensée et de la valeur de la pensée, il faut du temps, il faut de la méditation, il faut ruminer. Et Descartes lui-même, on peut le considérer comme un directeur de conscience, par exemple dans ses lettres à la princesse Élisabeth. Spinoza, c'est extrêmement théorique apparemment, mais en fait ça a des implications dans la vie qui sont extrêmement fortes. Et alors, je pense que le tournant décisif se situe au XVIIIe siècle avec l'apparition des Lumières, de la Aufklärung. À ce moment-là, se développe l'idée d'un philosophe ou d'une philosophie même qui peut être accessible à tout le monde. Et on l'appelait d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle était l'extension de l'expression, mais la philosophie populaire. Il y a d'ailleurs des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a un recueil d'études sur je crois qu'il s'appelle Popularité de la philosophie. Et donc il y avait alors l'idéal, c'était justement Socrate, Socrate parce que il était en contact avec tout le monde et en même temps il ramenait la philosophie des considérations abstraites aux réalités humaines. Et les philosophes comme Voltaire voulaient aussi faire cette démarche. Et alors, donc, pour continuer sur la piste de la philosophie populaire, on peut dire que j'ai beaucoup parlé dans mes livres de la philosophie cosmique de Kant, cosmique signifiant justement non pas, ça a presque le sens inverse de ce qu'on croirait, c'est la philosophie du monde, c'est-à-dire la philosophie qui intéresse tout le monde. Et donc ça c'est quand même l'héritage de la philosophie populaire. Et Kant considère que le vrai philosophe est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il dit et qui présente à ses auditeurs ce qui intéresse vraiment l'homme. Alors, donc, on peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a tout un courant de philosophie qui est considéré comme mode de vie. Et d'ailleurs, le mot philosophe a souvent, a toujours, pas toujours, mais quand on parle de quelqu'un qui a pris les choses avec philosophie, ça a toujours eu cette nuance existentielle. Alors, en fait, ça c'est, il y a eu ce regain. Excusez-moi. Ça a eu je vais boire un petit coup. Est-ce que c'est le courant d'air qui vous dit? Non. C'est un courant d'air. Oui. Il y a eu
il y a donc, tout ça, ça va jusqu'à Kant, si vous voulez, mais après, il y a eu une réaction très très forte. L'université avait continué depuis le Moyen-Âge, sous une forme qui était inféodée à la fois à l'Église et à l'État, et qui enseignait d'une manière de fait très abstraite des systèmes philosophiques. Mais alors le point culminant est arrivé au début du XIXe siècle avec les universités allemandes et Hegel. Et là, il y a eu beaucoup d'études, notamment de Luc Ferry et d'autres, sur ce moment-là. Et, enfin, vous aurez des références que j'ai trouvées, moi aussi, dans la traduction qui a été donnée. Je ne me rappelle plus très bien du nom du monsieur, mais traduction qui a été donnée du livre de Schopenhauer contre la philosophie universitaire. Et alors, à ce moment-là, il y a eu, enfin cette réaction, c'est Hegel qui est partisan d'une philosophie systématique et qui suppose que la philosophie systématique, c'est l'œuvre, enfin qu'elle doit être enseignée dans les universités et que c'est au service de l'État que tout ça doit être enseigné. Et Hegel lui-même sait très bien la différence qu'il y a avec la philosophie antique, parce que il dit autrefois, dans l'Antiquité, la philosophie était une affaire privée, tandis que maintenant c'est une affaire d'État. Et alors aussi bien Hegel, Schelling, Fichte, je pense qu'ils ont tous écrit des traités de l'université, enfin sur l'université. Et alors il y a eu cette réaction de Schopenhauer qui dit que alors qui lui aussi fait allusion à la différence qu'il y a entre la philosophie antique et la philosophie moderne, et alors qu'il y a une critique terrible de la philosophie universitaire, dont il dit que c'est de l'escrime devant un miroir, enfin. Et alors, je pense que Schopenhauer a eu une influence considérable au XIXe siècle, notamment sur Nietzsche. Et Nietzsche, lui, écrit à un de ses amis, quand il est professeur à Bâle, qu'il est complètement découragé par son enseignement universitaire et qu'il voudrait fonder une académie hellénique, dit-il. Et une académie hellénique dans laquelle il serait lui le maître et qu'il pourrait diriger ses disciples et leur indiquer des modes de vie aussi. Et alors, à ce sujet-là, je vous recommande le livre anglais de Horst Huther qui s'intitule, je prononce mal, Shaping the Future. C'est bien, oui, non, c'est bien. Et qui montre les exercices spirituels, enfin l'existence des exercices spirituels chez Nietzsche. Il y a tout un chapitre sur cette question de l'académie de Nietzsche. C'était le rêve de toute la vie de Nietzsche, d'avoir des disciples et vivre en commun avec eux. Puis alors, après, je pense que là, il y a peut-être encore d'autres détails à la fin du 19e, mais ce qui est très caractéristique, c'est quand même qu'à partir peut-être de Blondel, d'ailleurs, le philosophe Blondel qui a pensé à une philosophie de l'action, mais surtout, évidemment, à partir de Bergson,
Alors c'est la fameuse phrase là, dont je cherche toujours l'origine, enfin, du moins on connaît en partie l'origine. La philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. C'est dans une lettre à Lot, hein, mais il semble... Enfin, moi, ce qui est le plus curieux, c'est que je pense avoir lu un livre de Monsieur Vieillard-Baron, et dans lequel il citait cette phrase et il donnait la référence. Alors, je m'étais précipité et j'avais lu ça. Et depuis ce temps-là, premièrement, j'ai pas retrouvé le livre de M. Vieillard-Baron, et deuxièmement, j'ai jamais retrouvé dans les œuvres de... Parce que dans la lettre à Lot, il dit la philosophie... Lot lui avait fait des compliments sur son œuvre philosophique. Alors, Bergson lui répond en disant la philosophie n'a pas à être louée comme une construction personnelle. Mais alors moi, au baccalauréat, alors là, je ne me rappelle pas qu'on ait eu comme sujet, j'ai eu ça comme sujet, mais en 1939, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu comme une construction personnelle. Et d'ailleurs, je me demande si en 1939, on connaissait la lettre de Bergson à Lot en plus. Et j'ai vu citer aussi par Breillet dans l'éloge funèbre de Bergson, où il écrit, alors là, construction impersonnelle. Hein. Il connaissait la lettre à Lot. Bon, parenthèse. Et alors, évidemment, on peut dire que là, votre phrase de ce matin, Bergson, philosophe... Très grand universitaire, très grand anti-universitaire. Exactement. C'est valable pour beaucoup d'autres professeurs du XXe siècle. C'est valable pour Merleau-Ponty, pour Louis Lavelle. Et puis, enfin, il y a aussi des gens qui n'étaient pas universitaires, comme... Enfin, au fait, moi, je me suis toujours demandé, Sartre, il a eu un enseignement quand même. Au lycée du Havre. Oui, au lycée du Havre. Au lycée, mais jamais... Ah oui, c'est ça, oui. Enfin, bon. Et donc, on ne peut pas dire non plus, on ne peut pas caricaturer non plus la philosophie moderne. Bon, je pense que ça vous va, ça? C'est bien. Si je ne toussais pas, ça serait bien. Non, parce que c'est un peu paradoxal, parce que, évidemment, pratiquer les exercices spirituels dans le contexte de l'université actuelle, ça peut faire rire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément, pratiquer des exercices spirituels à l'intérieur de l'enseignement classique à l'université qui concerne la philosophie? On peut étudier des textes, mais pratiquer les exercices spirituels, ce n'est pas du tout évident. Et en même temps, au moins c'est mon expérience personnelle, quand j'enseigne à Chicago, à Pise, à Paris, partout, les textes, par exemple, l'essai exercice spirituel, il y a un grand écho parmi tous les élèves qui me demandent toujours, alors j'ai bien compris qu'il y a une autre manière de faire de la philosophie. Mais comment et où peut-on pratiquer les exercices spirituels? Comment on peut trouver un lieu approprié aux pratiques des exercices spirituels? Et ils pensent tout de suite au lieu de la religion, parce que ça c'est plus évident. Plus évident et peut-être, je sais pas, parfois plus dangereux, je sais pas. Quand même,
Le rapport qui était aussi indiqué aujourd'hui entre la pratique des exercices spirituels dans le contexte de la philosophie et de la religion pose encore une fois la question du lieu actuel des exercices spirituels. Et donc, peut-être pour préciser la question, on peut penser à une chose que j'ai toujours trouvé absolument extraordinaire, c'est l'idée de la lecture comme exercice spirituel. Parce que, au moins, même dans le contexte universitaire, où on lit des textes, on peut lire des textes en tant que, disons, textes d'information ou textes de formation. Et donc, je me rappelle très bien, je voudrais citer plusieurs textes. Il y a surtout à la fin de l'essai Exercice spirituel, où vous dites, nous passons notre vie à lire, mais nous ne savons plus lire, c'est-à-dire nous arrêter, nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches de subtilité et d'originalité, méditer calmement, ruminer, laisser les textes nous parler. C'est un exercice spirituel, un des plus difficiles. Les gens, disait Goethe, ne savent pas ce que cela coûte de temps et d'efforts pour apprendre à lire. Il m'a fallu 80 ans pour cela, et je suis même pas capable de dire si j'ai réussi. C'est une citation de Goethe. Et en plus, dans l'avant-propos de la citadelle intérieure, parlant cette fois de la difficulté de lire le texte de Marc Aurèle, vous avez écrit le sens général du livre, sa finalité. Certaines de ces affirmations sont pour nous très difficiles à saisir. D'ailleurs, cela n'est pas propre à Marc Aurèle. Pour toutes sortes de raisons, dont l'éloignement chronologique n'est pas la plus importante, notre compréhension des œuvres antiques s'est de plus en plus obscurcie. Pour y retrouver accès, il nous faudra pratiquer une sorte d'exercice spirituel, d'ascèse intellectuelle, afin de nous libérer d'un certain nombre de préjugés et de redécouvrir ce qui pour nous est presque une autre manière de penser. Et finalement, je voudrais citer un autre texte du livre des Entretiens qui lit encore une fois l'interprétation, la lecture et l'étude d'un texte, et vous parlez surtout des textes antiques, mais à mon avis, ce n'est pas seulement les textes antiques qui exigent ce type d'exercice spirituel. Et donc, c'est un texte où vous écrivez les savants qui ont le rare courage de reconnaître qu'ils se sont trompés dans tel cas particulier, ou qui essayaient de ne pas se laisser influencer par leurs propres préjugés, font un exercice spirituel de détachement de soi-même. Disons que l'objectivité est une vertu, d'ailleurs très difficile à pratiquer. Il faut se défaire de la partialité du moi individuel et passionné pour se hausser à l'universalité du moi rationnel. Et ça nous donne la possibilité de penser à l'exercice de la lecture d'un texte antique et peut-être aussi de quelques textes modernes comme des vrais exercices spirituels. Donc je voulais poser à la fois la question générale du lieu, de la possibilité et des types d'exercices spirituels qui sont encore actuels, selon vous, et puis l'idée de la lecture
comme exercice spirituel, même dans le contexte universitaire? Est-ce qu'on peut, disons, enseigner un texte antique ou un texte moderne comme un texte qui exige un exercice spirituel? Merci bien. Je vais d'abord parler de l'exercice spirituel, enfin de la lecture comme exercice spirituel. Dans le livre qui s'intitule Exercice spirituel et philosophie antique, dans le premier chapitre, il y a une section qui s'appelle Apprendre à lire, et donc qui se termine par la citation de Goethe. En fait, il y avait une équivoque un petit peu, en ce sens que ce que je disais sur apprendre à lire, c'était surtout apprendre à se rendre compte qu'un texte n'est pas aussi simple qu'il n'apparaît. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du genre littéraire, du milieu dans lequel le texte a été écrit, des destinataires du texte. Et donc c'était avant tout ça que j'appelais apprendre à lire. Alors, et quand j'ai trouvé la citation de Goethe, je l'ai mis à la fin, évidemment parce que c'était bien de dire qu'il fallait arriver à 80 ans pour savoir lire, mais en même temps, il est vrai que j'ai quand même dit aussi qu'il fallait se mettre dans certaines dispositions pour arriver à bien lire, si on peut dire. Et alors, en fait, maintenant, les choses aussi sont peut-être plus claires pour moi, parce que, en somme, il y avait deux aspects extrêmement différents. C'était, on pourrait dire, la lecture scientifique d'un texte et, par ailleurs, la lecture spirituelle d'un texte. Et, en fait, je pense quand même que on peut considérer que le travail scientifique lui-même se présente comme un exercice spirituel. C'est-à-dire que ça correspond à un des textes que vous avez cité, c'est que j'en ai parlé aussi dans le livre Le voile d'Isis à propos de la physique comme exercice spirituel, en citant même Monod, le physicien, non, le biologiste, je veux dire, qui justement dit qu'il faut il faut faire un effort pour être objectif. Et je crois que le travail scientifique consiste justement à se libérer des préjugés et des opinions uniquement personnelles. À ce sujet-là, d'ailleurs, je me cite toujours, mais dans la préface au Nietzsche de Bertrand, j'ai critiqué Nietzsche parce que il disait qu'un texte peut avoir toutes les significations possibles. Un texte n'a pas un sens fixe. Alors, moi, j'ai toujours été contre cette idée-là, mais en même temps, il y a toute une conception qu'on peut avoir une conception que l'on peut avoir de la recherche scientifique sur les textes, si on peut dire. Alors, à ce sujet-là, à propos de Nietzsche, j'ai aussi parlé de la conception de l'exégèse dans l'école du poète Georg,
qui a eu un très grande influence en Allemagne, surtout sur Gadamer. Et au fond, les gens comme Stéphane Georg ou Gadamer, ils disent qu'au fond, on ne peut pas avoir d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité de l'historien parce que l'historien a sa personnalité, ses influences qui se jouent sur lui, la mentalité de son époque. Enfin, c'est un être historique. Et l'être historique, il ne peut pas être objectif quand il fait de l'histoire. Et alors, il y aurait une conception de l'histoire qui ne serait pas objective. Or, en fait, moi, mon expérience de philologue et d'historien de la philosophie a été quand même qu'en fait, un texte n'a pas tous les sens possibles, mais qu'on peut déterminer un certain sens, mais que par ailleurs, n'en déplaise à Georg et à Gadamer, on peut quand même faire l'effort de se libérer, au moins tant qu'on peut, de ses préjugés, de ses marottes personnelles, et qu'on peut très bien essayer donc de faire cette libération. Et au fond, on peut dire que c'est un grand exercice de morale. Et le savant même dans les sciences exactes, il doit faire cela aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ascèse du travail scientifique. Alors, de ce point de vue-là, donc, on peut dire que la lecture, n'importe quelle lecture, évidemment, n'importe quelle lecture scientifique, disons, suppose un exercice spirituel. Maintenant, il y a toutes sortes de lectures. C'est-à-dire qu'il y a des lectures qui peuvent servir qui peuvent influencer, qui peuvent mener à une transformation de soi. C'est premièrement la lecture des moralistes et d'une manière générale surtout la lecture des formules, des pensées, des apophthegmes, des aphorismes. Et alors Marc Aurèle, c'est évidemment l'auteur idéal pour cela. Alors cette fois-ci, il y a des formules dans Marc Aurèle qui n'ont pas besoin d'explication. Par exemple, bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t'auront oublié. Bon, ça, on a compris. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Mais alors, par contre, il y a aussi des textes dans Marc Aurèle qu'on ne peut pas comprendre sans tout un travail scientifique quand même, où malheureusement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des éditions avec des commentaires. C'est pour Plotin la même chose. Un homme moderne, pratiquement, s'il n'est pas historien de la philosophie, il comprend pas vraiment, et il comprendra complètement de travers les textes de Plotin, les textes de Marc Aurèle, si on ne les explique pas. Et là, il faut que celui qui explique fasse l'effort, justement, d'essayer de s'en tenir au sens et de ne pas pousser dans telle ou telle
théorie et pas dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi. À ce propos-là, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il y a eu un collègue allemand qui avait fait un article sur le Platon de Glucksmann, et parce que Glucksmann présentait Platon comme un précurseur de Hitler, ou presque, et alors il s'était aperçu que toutes les citations qui étaient faites des dialogues de Platon et attribuées à Platon, c'était justement des citations dans le dialogue, par exemple, ce que disait Calliclès, enfin, toutes les citations de textes qui n'étaient pas de Platon lui-même, si on peut dire. Alors, évidemment, c'était dans le texte de Platon, mais il faut quand même réfléchir pour savoir, dans un dialogue, qu'il y a un contradicteur, et il y a une thèse, une contradiction, etc. Alors, voilà un exemple de n'importe quoi à propos de n'importe quoi. Bon, ça c'est une parenthèse, mais il reste que pour comprendre un texte antique, il y a une grande distance. Enfin, et alors, justement, un des défauts modernes, si on peut dire, c'est aussi de poser la question, l'actualité de... Une fois, j'ai été à la radio pour une émission sur une des traductions de Plotin, justement. Et alors, celui qui m'interviewait, il voulait absolument que je lui dise quelle était l'actualité de Plotin. Ouais. Non, c'est exactement le contraire. Plotin, il n'est pas actuel. Ça, tout le monde le sait, mais... Alors donc, c'est surtout en ce sens-là, il faut que je m'explique. Il y a premièrement l'effort d'objectivité, mais ce qui est surtout le travail du philosophe ou du savant. Puis, par contre, il y a les textes, les lectures qui peuvent édifier, si on peut dire. Et alors, il y a aussi, dans la lecture d'un roman, il peut se faire aussi qu'il y ait quelque chose qui puisse nous influencer aussi au point de vue de notre transformation personnelle. Alors maintenant, les lieux. Alors, moi, je pense que il faut se méfier d'ailleurs si on peut dire, de la tendance qui consisterait à se dire je vais faire des exercices spirituels. Remarquez que dans mon passé religieux, évidemment, il y avait un moment et un lieu où on faisait des exercices spirituels, c'est-à-dire d'une part le matin la méditation et puis à midi l'examen de conscience. Alors évidemment, les gens qui vivent dans une communauté, je ne sais pas si chez les anciens c'était comme ça aussi, mais en fait, moi je pense quand même que c'est quand même une affaire, c'est vraiment pas une affaire universitaire, hein. C'est une affaire personnelle. Il y a des gens qui écrivent leur journal, par exemple, et qui à cette occasion-là, s'examinent, par exemple. Et puis, dans certaines circonstances d'urgence, si on peut dire, on peut brusquement se raisonner, hein, tout simplement. Se raisonner, c'est un exercice spirituel. Se dire, justement,
je m'en tiens avec une inquiétude, par exemple, très forte, se dire je m'en tiens au moment présent, ou bien. Et alors, il y a une chose aussi qui est, au fond, qui est assez générale, c'est ce que j'appelle le regard d'en haut, parce que Marc Aurèle dit imagine-toi que tu sois transporté dans les airs et que tu vois l'humanité, etc. Alors, en fait, ce regard d'en haut, c'est une métaphore finalement pour dire justement de se mettre à un point de vue universel, se dégager de son point de vue purement personnel. Et au fond, par exemple, les dialogues de Platon, dans les dialogues d'une manière générale, et ceux de Platon aussi, en fait, il s'agit toujours de se mettre au point de vue du logos, de la raison, et essayer que les deux interlocuteurs s'entendent en s'élevant au-dessus de leur point de vue personnel. Ça, c'est possible. Et je pense que ça rejoint aussi l'objectivité scientifique, parce que c'est la même chose, il faut voir les choses d'en haut. Et Nietzsche, lui, disait aussi que les choses vues d'en haut prennent c'est pas la citation exacte, mais c'était à propos de l'amor fati, mais vu d'en haut, les choses paraissent nécessaires. Le destin paraît nécessaire et il faut l'aimer. Enfin, ça, c'est le point de vue de Nietzsche, mais c'est pour dire que cette opération qui consiste à essayer de voir les choses d'un point de vue, de se dégager de son point de vue personnel, ça, c'est un exercice spirituel qui se pratique aussi bien dans la science, dans la vie courante, etc. Alors, ça vous va, ça? Peut-être je vais poser une dernière question qui est absolument liée à la chose que vous avez expliquée maintenant, parce que effectivement, pendant les entretiens, il y avait un moment où nous avons parlé de l'exigence de l'objectivité et aussi de la possibilité de l'actualité. Et vous avez beaucoup insisté, l'exigence d'objectivité ne doit jamais disparaître. Parce qu'il y a toujours évidemment le risque de déformer le sens d'un texte philosophique si on ne le replace pas dans sa perspective historique. Et vous donnez, ça c'est important aussi pour moi en tant que philosophe qui enseigne parfois aux États-Unis, et vous donnez l'exemple suivant. C'est souvent l'erreur des philosophes analytiques de traiter les philosophes sans aucun recul historique. On croirait, et c'est vrai, je peux attester, c'est absolument vrai, on croirait presque qu'ils s'étonnent du fait que, curieusement, Aristote ait ignoré les Principia Mathematica de Russell et Whitehead. Il me semble que la première qualité d'un historien de la philosophie et sans doute d'un philosophe, c'est d'avoir le sens historique. Ça, c'est pour le côté objectivité en tant qu'exercice spirituel. Mais en même temps, dans un autre texte que j'avais cité à la conclusion de la préface au livre Exercice spirituel et philosophie antique, vous avez écrit « L'historien de la philosophie devra céder la place au philosophe qui doit toujours rester vivant dans l'historien de la philosophie. Cette tâche ultime consistera à se poser à soi-même, avec une lucidité accrue, la question décisive, qu'est-ce que philosopher? Et donc ces deux citations posent la question du rapport
dans votre œuvre et dans votre pensée entre la pratique de l'histoire de la philosophie et votre vision particulière de la philosophie elle-même. Parce que ce n'était pas la vision de la philosophie comme manière de vivre, comme exercice spirituel, ce n'est pas, disons, une construction dans l'air, c'était vraiment lié à l'exigence de comprendre des textes anciens. Donc, je voulais vous poser la question du rapport entre votre activité scientifique comme historienne, philologue de la philosophie, et puis le rapport entre, disons, cette activité et la vision de la philosophie que vous avez développée. Oui, alors, je dois dire que je n'ai pas toujours pensé comme ça. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, on m'a appris la philosophie thomiste et j'avais aucun sens historique, mais absolument, je me rendais absolument pas compte des problèmes que pose la mentalité, les genres littéraires, etc. Quoique, il y avait quand même des questions qui se rapportaient à l'exégèse de la Bible. Et donc, à cette époque-là, il y avait quand même déjà, il y avait eu le modernisme, et il y avait toute une tendance quand même à regarder un texte d'un point de vue historique. Mais enfin, j'étais assez fermé donc à ces problèmes, à cette position historique. Et alors, en fait, je dois dire que j'ai commencé à avoir ma représentation actuelle de la philosophie, disons, dans les années 46, où ça ne rajeunit pas, hein, et c'est-à-dire à l'époque où j'ai fait mes études de philosophie, parce que il y avait Bergson, et puis il y avait, enfin Bergson n'était plus là, mais enfin il était encore très présent, et puis il y avait l'existentialisme. Et pour moi, ça m'a énormément frappé. Je me suis surtout, comme j'étais, d'une part, ça me frappait parce que j'avais connu jusque-là qu'une philosophie purement abstraite, et d'autre part, il faut dire aussi qu'il y avait un néo-thomisme, c'est-à-dire il y avait deux personnages très célèbres qui étaient presque des pères de l'Église, c'était Gilson et Maritain. Et tous les deux insistaient sur le caractère existentialiste du thomisme, dans la mesure où il y a une distinction entre l'essence et l'existence. Et je me rappelle qu'à ma thèse de doctorat de philosophie scolastique, j'ai fait un exposé sur la distinction entre l'essence et l'existence. Bon. Mais alors, j'ai commencé donc à cette époque-là à me représenter la philosophie comme engagée. C'était l'époque de Sartre, de Camus, de Merleau-Ponty aussi. Et donc j'avais l'idée que puis il y avait la fameuse phrase de Bergson, la résolution, donc c'est un acte, la résolution de regarder naïvement. Bon, puis alors après, pour mon bonheur ou mon malheur, je suis parti sur j'étais intéressé aussi par la mystique. Et il y avait donc la mystique chrétienne, mais il y avait la mystique plotinienne. Alors, j'ai rencontré le jésuite, le Père Henri, qui avait fait un livre sur la vision d'Ostie chez Saint-Augustin, l'influence de Plotin sur Augustin, etc. Et alors, je lui avais demandé, je lui avais dit quel sujet de thèse je pourrais prendre.
Et alors il m'a dit, oui alors, ça on peut quand même se divertir légèrement, parce que à propos de ce sujet de thèse, le premier sujet de thèse que je voulais faire, c'était Rilke et Heidegger. Avec Val, non? Avec Jean Val, non? Justement, avec Jean Val. Alors, Jean Val était heureux comme tout. Et donc, justement, remarquez que je me suis dit quand même, après tout, est-ce que je suis assez fort en allemand, surtout avec Heidegger, puis même Rilke. Alors, j'étais pas trop rassuré. Puis alors après, j'ai rencontré le père Henri, et j'ai donc, me suis dit, alors il m'a dit, lui, que ce qui était absolument extraordinaire, c'était Marius Victorinus, et qui était un plotinien. En fait, c'était pas du tout plotinien, mais enfin, ça fait rien. Mais, alors si bien que j'ai été voir Jean Val, pour lui dire, vous savez, j'ai changé d'avis. Alors il m'a dit, oui. Alors j'ai dit, je fais ma thèse avec Monsieur Bayer. Alors, il m'a dit, oui, Monsieur Bayer, il se contente pas de me prendre mes heures de cours, parce qu'il prenait toujours un quart d'heure de plus. Le pauvre Val, il attendait à la porte. Et alors, non seulement il m'empêche de faire mes cours, et en plus il me prend mes élèves. Alors là, c'est à cause de ça, à cause de Victorinus, que j'ai découvert l'histoire de la philosophie, parce que il fallait faire l'édition critique, il fallait expliquer le texte, et c'était effrayant d'ailleurs, hein, il distinguait entre vivit et vita, en disant, est-ce que Victorinus, il disait, est-ce que vivit et vita sont une chose, la même chose ou autre chose? Alors, voilà, c'était très difficile. Alors, ça m'a forcé à commencer à travailler sur les textes. Et alors, ce qui m'a frappé, c'était que les développements qu'il y avait dans ces textes-là n'étaient pas... Justement, moi, j'avais l'idée d'un exposé systématique, et ça n'était pas... le texte que j'avais sous les yeux ne développait pas une idée au service d'un système, mais c'était une espèce d'incantation, si on peut dire. C'est-à-dire que il y avait de longues séries d'épithètes, par exemple, omni vivens, omni intelligans, ça se développait comme ça, et je me suis dit, il y a une raison quand même à ça. Et alors je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est pas des exercices, enfin des exercices au sens d'une psychagogie, un effort pour se mettre dans une certaine disposition. Et alors c'est comme ça que j'en suis venu, grâce à l'histoire d'ailleurs, aux exercices spirituels, mais au fond, j'avais quand même un préjugé déjà avant. Alors, donc le travail que j'ai fait sur des textes m'a conduit à me représenter que les textes n'étaient pas des exposés de système, justement, mais qu'ils visaient un certain effet. Et quand j'ai lu Plotin, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Et parce que, par exemple, Plotin se répète plusieurs fois, parce qu'il présente les choses sous différents aspects, mais au fond, pour aboutir toujours à la même conclusion. Et alors, peu à peu, je me suis consacré plutôt à l'histoire de la philosophie. Sans ça, j'étais plutôt parti par la métaphysique. Mais en fait, je pense que, par contre, alors que
quand on fait de l'histoire de la philosophie, il ne faut pas oublier, que l'on est philosophe, c'est-à-dire que, en fait, il faut essayer de réfléchir de voir chaque fois quels sont les aspects de la philosophie qui sont révélés par le texte. Donc, c'est le sens à peu près de la citation que vous avez donnée. Bon, je pense que j'ai assez travaillé là, non? On va d'abord vous remercier et après faire une petite pause. Oui. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à faire cette réunion. J'étais tout à fait surpris, mais enfin, je suis vraiment très touché, aussi bien de votre initiative que de la gentillesse de l'auditoire. Merci, c'est une initiative commune et vous venez de prouver qu'elle s'imposait vraiment.